Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parlera toujours cash mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Aujourd'hui, vous écoutez le 8e épisode du podcast Sodomie la première nuit. Le titre que nous allons développer, c'est « Elle ne pense qu'à ça ». Dans la logique de ma grille de lecture, j'aime à montrer, ouvrez les guillemets, qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, mais que ça marche aussi dans le sens inverse. Nous allons donc parler des femmes qui ne pensent qu'à ça et décrypter leur comportement en lien avec la thématique, à savoir le ça sexuel et le ça abusif qui ne serait pas sexuel, un peu comme nous l'avons fait lors du podcast numéro 7. Même si certains comportements sont spécifiques au sexe qui les exprime, j'ai acquis avec toutes ces années de coaching une certitude, et cette certitude c'est que l'abus n'a pas de sexe. Donc quand je dis lui, quand je dis elle, en réalité c'est quasiment interchangeable, sauf pour certaines spécificités. Et quand bien même il y a une spécificité, que l'abus reste notre centre d'intérêt principal. Vous l'avez compris, l'abus dans la vie en général et dans les relations amoureuses en particulier est mon cheval de bataille. Il n'y a d'ailleurs pas pire abuseur que celui qui a été abusé, et en même temps, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, celui ou celle qui a été abusé va attirer des partenaires qui vont lui faire revivre la même chose, version moderne. Alors, quelles sont ces femmes qui ne penseraient qu'à ça ? J'ai souvent entendu des hommes parler d'une fille en disant sur un ton à la fois méprisant et excité « Elle est nympho ». Comprendre, elle aime ça, entre guillemets. Elle a beaucoup d'appétit sexuel. Selon les instances officielles, la nymphomanie serait une maladie psychique en lien avec l'addiction. Je vous explique d'abord et je vous donnerai ensuite un point de vue plus personnel. Étymologiquement, nymphomanie est la contraction de nymphe et de mania, soit la folie des femmes. De nos jours, l'expression employée est sex addict, comme dans le film glauque Shame avec Michael Fassbinder. Vous vous souvenez ? Il passait son temps à essayer de trouver des femmes pour pouvoir avoir une relation sexuelle avec, et parfois il faisait venir des prostituées. Cette addiction concernerait essentiellement les femmes à 80% paraît-il, comme d'ailleurs Michael Douglas qui s'est fait soigner pour son addiction. Il n'est pas le seul acteur américain d'ailleurs à être passé par là. Dans certains cas, je me dis que ce n'est pas une addiction, c'est juste le fait de profiter d'une situation dans laquelle des femmes se jettent à leur tête et du coup, il leur est un peu difficile de dire non. Et c'est tellement plus simple de dire que c'est une addiction, donc une maladie, et que les pauvres chéris, c'est pas de leur faute, on va les soigner, et tout rentrera dans l'ordre. Initialement, c'est Joyce McDougall, une célèbre psychanalyste, et l'auteur d'un livre magnifique que j'ai découvert il y a très longtemps, qui s'appelle Le théâtre du jeu, et qui montre comment les jeux relationnels appris dans l'enfance se rejouent dans la vraie vie à l'âge adulte. Bref, c'est cette Joyce McDougall qui évoque la notion de sexualité addictive à la fin des années 70. Terminés les concepts de donjuanisme ou de nymphomanie, on parle désormais de troubles du comportement sexuel consécutifs à des angoisses. Bon, je suis un peu ironique, la réalité c'est que une addiction peut en cacher une autre et toute addiction a le même objectif. À preuve, comme dans toute addiction, la supposée nympho ou sex addict, celle donc qui ne pense qu'à ça, entre guillemets, se consolerait avec le sexe. Elle aurait pu choisir la beuh, l'alcool ou les romans roses, voire les séries. Mais non, elle a choisi de passer par le corps et peut-être l'orgasme. Je dis peut-être parce que le mécanisme n'implique pas systématiquement la jouissance. Ce qui compte, c'est de compenser la frustration, de canaliser des émotions submergentes, la fameuse sempiternelle solitude entre autres, surtout si la personne est en télétravail, comme c'est le cas pour beaucoup de mes coachés. Bref, il s'agit de conjurer l'angoisse. Pas facile quand on télétravaille, quand on a peu d'amis parce qu'ils sont tous en couple et qu'on est célibataire, quand on a des parents toxiques et donc peu de liens avec sa famille, de traverser une période aussi difficile que celle que nous vivons en ce moment. On peut comprendre que certaines femmes soient déprimées et que d'autres soient au contraire dans une hyper-action sexualisée pour pouvoir compenser. En tout cas, comme dans tout cycle addictif, la nympho, entre guillemets, passe par des étapes déterminées par des psychiatres américains. En l'occurrence, ils s'appellent Reed et Blaine.
et ils ont proposé dans leur description nosologique un découpage du cycle de l'addiction sexuelle en 4 temps. Donc il y a d'abord l'étape 1, où la phase 1, c'est l'obsession. Donc la femme ne songe plus qu'à ça, elle est submergée, la pulsion monte en elle, et elle ne pense plus qu'à organiser un rendez-vous autour de la sexualité. Ça monte, ça monte, ça monte, et elle sait qu'elle va bientôt passer à l'acte. La phase 2, ou l'étape 2, c'est la ritualisation. Selon ses appétences, elle va mettre en place la stratégie pour trouver une proie. Ça peut être un plan cul régulier, un plan qu'elle a trouvé sur une appli qui est encore tiède, un plan Tinder qui va lui dire quelque chose du genre ce soir 20h chez moi, donc tout le monde a compris. Ou même un éventuel lieu de perdition qui serait l'équivalent des backrooms pour les homos. On pense ici au club échangiste ou à la boîte de nuit, évidemment tout cela hors période Covid. Enfin j'imagine qu'il doit y avoir des partouzes transgressives. Donc il est clair que pendant toute cette période, notre nympho, entre guillemets, a probablement recyclé ses vieux plans et n'a eu aucun problème à trouver sur Tinder un homme pour satisfaire son besoin de lien, que vous pouvez aussi appeler besoin de sexe. Pour moi, la nuance est très subtile, même si l'expression est très sexuelle. L'étape ou la phase 4, vous l'avez anticipé, c'est la honte, le regret, la tristesse. Je suis nulle, je ne sais pas arrêter, j'ai un problème, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Je me dégoûte, quand est-ce que je sortirai de ce cycle infernal? Puis, retour à la phase 1 et on recommence. C'est un cercle vicieux. Comme l'angoisse monte, il faut la calmer. Et la seule façon de la calmer, c'est de remettre en place la seule stratégie susceptible d'apaiser la personne concernée. Continuons avec la fixation compulsive sur un partenaire inatteignable. Comme un acteur, un homme marié, une célébrité, un collègue, plus jeune, plus âgé, soit un simple ouvrier, soit un des dirigeants de l'entreprise. Vous l'avez compris, un extrême, un camarade d'études. Chaque signe, chaque intonation, chaque regard sera interprété pour nourrir le fantasme de la femme concernée. Cette fixette, selon moi, apporte un énorme bénéfice caché. Cela permet de passer des années à s'énamourer sans prendre le risque de s'engager de façon à pouvoir rester en couple avec papa, avec maman ou avec n'importe quel membre de la famille. Ainsi, je ne trahirai pas ce membre. Et je pense à une de mes coachées qui est en couple avec sa mère, qui vit avec sa mère, qui fait tout ce qu'elle peut pour en sortir, mais qui a bien compris que sa mère n'envisage pas une seconde qu'elle la laisse. Et donc, après avoir tout essayé, sa dernière lubie, c'est les acteurs hyper connus, inaccessibles. Voilà. Et elle a beau comprendre ce qui se joue, c'est plus fort qu'elle. Comme elle n'arrive pas à quitter sa mère, et comme elle ne peut pas tomber amoureuse d'un homme possible, parce qu'il l'ennuiera à la seconde même où il aura posé les yeux sur elle, elle coupe la poire en deux, elle reste avec sa mère et elle s'invente un espace imaginaire. Alors, il ne s'agit pas de confondre la fixette, lol, avec l'érotomanie, qui est une pathologie psychotique que qui fait d'ailleurs le psychiatre Gaëtan de Clérambault. Peut-être en avait-il été victime, toujours est-il que c'est lui qui a bien développé cette passion pathologique qui touche majoritairement les femmes, même s'il s'est avéré que des cas d'érotomanie existaient aussi chez les hommes. Et là, ce n'est pas juste le désir d'être aimé, ou de la nymphomanie. C'est une conviction délirante, liée à une mauvaise interprétation des signes de l'amour. Paroles, cartes postales, commentaires ou simples likes sur les réseaux sociaux suffisent à activer le délire. L'érotomane se crée ensuite un film, à l'aune de cette preuve erronée. Une carence affective peut favoriser le terrain de l'érotomanie. Selon Stéphane Edouard, le signal peut même être le non-signal. Tout est bon pour fuir, contourner ou contrôler la réalité. L'illusion est la conséquence d'une incapacité à affronter la réalité ou à la comprendre. En effet, accepter les limites de l'existence est la chose la plus dure au monde. Les rides, les déceptions, et en l'occurrence les limites de l'amour nous sont insupportables. Alors on crée un leurre. Le mensonge vis-à-vis de soi-même ou des autres est ici un moyen de calquer la réalité sur notre volonté. C'est pathologique, mais dans le fond, pas plus absurde que de dire de grandes phrases du type « tout le monde a du talent », c'est faux, tout le monde n'a pas de talent, et tout le monde n'est pas amoureux de nous. On peut donc affirmer que l'érotomanie est une forme de défense qui évite d'affronter ce qui dérange. Seulement, ce qui dérange chez l'érotomane n'est pas différent que ce qui dérange chez la caractérielle ou l'alcoolique. Nous en revenons toujours aux fondamentaux, la difficulté à être, la difficulté à trouver sa place dans sa famille, puis dans la société, puis dans son couple. Et ce que nous avons à affronter sur cette terre et dans cette vie, si nous n'en avons qu'une, c'est la réalité de ce que fut notre enfance. À force de voir sur les pages Watch de Facebook des bébés joyeux éclatés de rire avec des chiens qui ressemblent à des peluches et qui les adorent, on en oublierait parfois que les parents nous refilent leurs propres angoisses avec de surcroît celles de leur lignée, mais cela n'est pas notre sujet du jour. On vient de voir une des caractéristiques de celle qui ne pense qu'à ça,
entre guillemets. Si on reste dans cette optique, à l'instar des hommes, donc comme lors du précédent podcast, on va trouver des variantes. Ce que j'appelle variantes, ce sont toutes les méthodes, toutes les expressions qui nous amènent au ça, entre guillemets. Il y a donc la drague, avec ses variantes, je t'allume sans t'éteindre, donc ça c'est un grand classique, je te laisse devenir fou d'excitation et ensuite je pars. Je te fais rêver au téléphone, mais je ne me montre jamais. Et bien sûr, je me sers de toi pour atteindre mon plaisir. Récemment, un de mes coachés me racontait une anecdote. Donc, il est tout content, il est sur une appli, Appen je crois, et il commence à avoir un contact intéressant avec une femme. Il l'appelle, elle est dans son bain. Et là, très inspiré, parce que visiblement c'est quelque chose qu'il aime et qu'il sait faire, en tout cas ce n'est pas la première fois qu'il le fait, il commence à lui dire, c'est très soft, je préfère vous prévenir. Je te caresse les cheveux, etc., etc. Je descends le long de ton cou, mais il est vraiment très progressif, très tendre. C'est pas du film porno. Au bout d'un moment, la fille jouit. Lui hésite à se terminer, entre guillemets, parce qu'il pense l'avoir dans la foulée. Donc il se dit que s'ils font l'amour, il vaut mieux qu'il soit vaillant. Et il est vrai qu'il a déjà 49 ans, donc pas la même capacité, encore qu'il n'y a pas de règle en ce domaine. Bref, le lendemain, il essaie de la joindre, il n'y arrive pas, elle disparaît. Comme il a regardé quelques-unes de mes vidéos, il n'est pas lourd. Elle le balade encore pendant 2 jours, en lui disant « je te donne des nouvelles », elle n'en donne pas. Elle a un problème de voiture, il a un copain qui propose de réparer la voiture. Il lui dit « si tu veux, avec mon ami, on va à ta voiture, on l'emmène à son garage et on te redépose où tu veux ». Donc c'était quand même plutôt un bon plan pour elle. Elle dit que non, elle va se débrouiller toute seule. Et puis elle disparaît. Et comme mon coaché a géré la relation tout seul, il n'a pas réalisé sur l'instant qu'il était emmené en balade. Mais, comme je l'ai évidemment orienté vers l'abus, il a fini par se souvenir qu'elle lui avait dit qu'elle avait pris entre 5 et 10 kilos depuis le confinement. Je lui ai dit, n'ayez aucun regret, c'est pas 10 qu'elle a pris, c'est 20, et à mon avis, c'est pas à cause du confinement. Donc la fille était juste en train de faire monter le gars, de l'utiliser, d'utiliser son intérêt pour elle, d'utiliser sa voix pour jouir, alors qu'elle n'avait aucune envie de le rencontrer. Voilà, quand une femme ne pense qu'à ça, elle peut aussi être dans cet extrême-là. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu, mais là, c'était tout frais, c'était plein de détails croustillants, donc je n'ai pas pu m'empêcher de vous le raconter. Donc, dans ce cas, la femme se sert de vous, homme, pour combler son manque. Vous êtes son objet, quel que soit le niveau auquel vous intervenez. Drague ou plus, vous l'avez bien compris, c'est la posture de l'objet. N'oublions pas le harem, le fameux harem. C'est une cour de courtisans, logique, de soupirants, de prétendants, qui sont disponibles pour renarciser la femme concernée, celle qui ne pense qu'à ça. Il faut qu'il y en ait toujours 2 ou 3 dans la course, pour contrebalancer l'éventualité d'un outsider. Qu'il s'agisse d'affect ou de sexualité, ce qui compte, c'est que tous ces soupirants, avec leurs propositions plus excitantes les unes que les autres, qu'elles soient tendres ou sexuelles, ou de l'ordre de la promenade, donc quelle que soit la nature de leur proposition, ce qui compte, c'est que la femme puisse se sentir pleine de perspectives, pleine de ce que ces hommes sont prêts à lui apporter. Elle veut se remplir, elle veut se nourrir, et elle veut nourrir son corps par des caresses et son cœur par des mots doux. Cette stratégie, pour moi, n'est pas uniquement pathologique et ne relève pas, de mon point de vue, de la nymphomanie, dans la mesure où elle est pratiquée par de nombreuses femmes, contraintes parfois d'inventer des tactiques pour contrebalancer certains excès de ces messieurs sur les réseaux sociaux. En d'autres termes, quand ces messieurs ont des comportements irrespectueux, au lance-pierre, monomaniaques ou qui tournent autour de l'obsession. À ce propos, ce que vous ignorez généralement, messieurs, c'est que vous n'êtes pas les seuls. Vous pensiez le favori, la perle du harem, lol, vous êtes un pion parmi d'autres. Le gagnant, c'est celui qui nourrit le plus, celui qui donne le plus. Et dans cette compétition, pour peu que vous ayez été programmé à l'omnipotence d'un tierce, un frère parfait, une sœur caractérielle ou avec une maladie compliquée, il y a fort à parier que vous êtes super adapté à ce type de traitement. En d'autres termes, vous êtes sans doute programmé pour tenir longtemps ce type de marathon. Qui dit addiction dit plusieurs niveaux de dépendance. Il peut y avoir une expérimentation ponctuelle, un usage occasionnel ou festif. Ça me fait penser à mes coachés qui vont dans des fêtes, qui prennent des substances et qui bien sûr ne se rappellent plus au matin ce qui s'est passé. Ça peut être un usage régulier, souvent accompagné d'abus et d'excès, parce que ça fait partie de la notion de fête, et puis parfois il vaut un peu mieux lâcher les vannes du contrôle, et le fait de se laisser aller devient transgressif, excitant, mais il faut parfois des substances pour y parvenir. J'aimerais évoquer ce film troublant, Un tramway nommé Désir. C'est un film en noir et blanc qui est inspiré d'une pièce de Tennessee Williams.
Et Blanche, l'héroïne, est une héritière ruinée. Elle s'installe chez sa sœur Stella et son beau-frère Stanley Kowalski dans un quartier de la Nouvelle-Orléans. Elle est maniérée, elle est capricieuse, Blanche, et elle rentre bientôt en conflit avec Stanley, l'ouvrier viril, impulsif, parfois violent, qui vit au rythme de ses passions, le poker, le bowling et les femmes. Donc dans cette ambiance glauque, dans ce climat poisseux et lourd de sensualité qui sévit à la Nouvelle-Orléans, on baigne dans une atmosphère où on a l'impression que tout va basculer dans le sexe à chaque seconde. Et tout ça est porté à ébullition par les bains brûlants que ne cesse de prendre Blanche, l'héroïne. Donc Blanche, l'aristocrate déchue, mythomane et nymphomane, même si ça n'est pas la notion de mythomanie qui nous intéresse pour ce podcast, Blanche éprouve une attraction-répulsion pour le prolo brut de décoffrage qu'est Stanley Kowalski. Aujourd'hui, elle suscite rejet et pitié, mais je pense qu'à l'époque, cette sensualité à fleur de peau était très transgressive. Mais ce qui nous intéresse, c'est que les grands airs de Blanche et ses mensonges lui servent de paravent dérisoire pour camoufler sa déchéance bien réelle et des besoins sexuels dévorants sur lesquels elle n'a aucun contrôle. Elle incarne, à mon sens, la notion même de frustration à travers sa déchéance, en d'autres termes celle qu'elle aurait été, qu'elle ne peut plus être. La notion de jeu, elle est maniérée et se rattache à un personnage qu'elle n'est plus. Et surtout, elle montre à quel point sensualité et sexualité reflètent la notion de consolation. C'est-à-dire que pour finalement supporter qu'elle n'est plus ce qu'elle a été, qu'elle a tout perdu, que le temps a passé et qu'elle n'a plus d'endroit où dormir sinon sa sœur à la New Orleans, en utilisant son corps comme un attrait et la sensualité comme une nourriture, elle arrive probablement à donner les dernières gouttes de sens à sa vie. Dans cette vision brute, au sens animal du terme, et sans complaisance du personnage de Blanche, on a une idée de ce que peut être la solitude d'une femme poussée à l'extrême et qui doit être canalisée par le désir, la montée du plaisir et son aboutissement. J'insiste un petit peu parce que j'ai reçu de nombreuses femmes qui utilisaient la séduction et la sexualité pour contrebalancer leurs angoisses. Et le pire, c'est qu'elles ne se rendaient même pas compte de ce qui se passait. Elles allaient dans les clubs échangistes, elles dansaient, elles se faisaient prendre par plusieurs hommes et elles trouvaient qu'elles contrôlaient la situation. Elles faisaient venir des hommes chez elles pendant que leurs enfants dormaient, elles les mettaient dehors à 6 heures et elles avaient l'impression qu'elles étaient des femmes libérées et qu'elles étaient adorées. Mais le jour où elles ont cessé de faire venir les hommes chez elles pour faire des câlins et qu'elles ont vraiment cherché quelqu'un pour construire, elles sont tombées de très haut. Parce que ces femmes-là, et je pense à vous mesdames, chaque fois que vous couchez avec un homme facilement, gratuitement bien sûr, je dis pas qu'il faut faire payer, je dis juste que vous leur offrez quelque chose pour des raisons qui ne sont pas justes, ces hommes-là en profitent et considèrent que beaucoup de femmes peuvent leur donner la même chose. Ça explique en partie, je dis bien en partie, et pas en totalité, pourquoi certains hommes sont directs en se disant ça passe ou ça casse, parce qu'il y a des femmes qui acceptent. En tout cas, ces femmes que j'ai rencontrées, qui n'avaient pas conscience qu'elles ne se respectaient pas, elles avaient l'illusion du lien, du contact. Et probablement, là où elles en étaient, le fait d'être touchées était mieux que rien. Je pense que beaucoup de femmes sont restées des petites filles en manque d'amour des parents, et qu'elles se servent de leur corps d'adulte pour amener l'homme vers elles. Certes, une fois que c'est fini, qu'il a fait sa petite affaire, elle pleure de tristesse et de rage, de ne pouvoir vivre autre chose que ses miettes. Mais sur l'instant, exactement comme l'alcoolique avec sa bouteille ou l'accro à la bœuf avec son joint, il y a une grande satisfaction qui ne dure pas très longtemps. Mais n'oublions pas que la définition même de l'addiction, c'est d'oublier le côté obscur de la force et ce qui se passe quand on traverse le mur du son. Ce qui fait qu'on ne se souvient plus que du bon et de la pulsion qui nous amène, parce que le cerveau en demande aussi, à aller chercher ce qui nous manque. Alors, mesdames, mesdemoiselles, ça fait un peu Giscard d'Estaing, mais bon, demandez-vous, lorsque vous allez vers un homme, si vous avez envie qu'il vous prenne comme une bête, ou qu'il vous prenne dans ses bras. Je vous invite à vous interroger aussi sur la teneur de ce que vous cherchez à compenser. Quant à vous, messieurs, quand une femme, une fille se jette à votre cou et qu'elle semble grave facile, demandez-vous si elle veut vraiment du sexe immédiat et sans discuter, ou si elle a d'autres attentes. Si je me permets de vous interpeller, vous les filles, vous les gars, c'est parce que j'ai fait 2 podcasts sur le sujet et que, me semble-t-il, en tant que coach, c'est notre responsabilité à tous, hommes ou femmes, de mettre de la conscience dans nos vies en général, mais plus particulièrement dans le domaine du lien, de la relation et de l'amour. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.